Depuis la capture de Nicolás Maduro par l'armée américaine il y a 6 mois, le Venezuela vit une période de transition inédite. Présidente par intérim, Delcy Rodríguez promet des réformes, une relance économique avec le soutien affiché de Washington, alors que reste-t-il du chavisme et du madourisme? La société vénézuélienne est-elle en recomposition et comment s'inscrivent ces bouleversements politiques dans les transformations en cours en Amérique latine? Avec nous pour en parler, Yoléti Bracho, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignante chercheuse en sciences politiques à l'Université d'Avignon, spécialiste du Venezuela. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Questions du soir. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 19h30. En tant qu'amis, en tant que partenaires, nous ouvrons un nouvel agenda de coopération avec les États-Unis. Il faut mettre fin immédiatement aux sanctions et au blocus, parce que le Venezuela n'a jamais été un ennemi des États-Unis. Nous sommes venus devant la Cour internationale de justice pour défendre notre souveraineté. Devenir un 51e État n'a jamais été envisagé, parce que s'il y a bien une chose que nous, Vénézuéliennes et Vénézuéliens, avons, c'est que nous aimons notre processus d'indépendance. Nous aimons nos héros et héroïnes de l'indépendance. À travers ces accords pétroliers, les intérêts des États-Unis et du Venezuela convergent. En travaillant ensemble, nous pouvons promouvoir un bénéfice mutuel pour le peuple des États-Unis et le peuple vénézuélien. Nous avons donné notre parole pour poser des bases solides pour des relations à long terme entre les États-Unis et le Venezuela. Et voilà, 3 fois Delcy Rodríguez, 3 déclarations le 27 février, le 11 mai, le 1er mai également, des déclarations qui pourraient surprendre au pays de la révolution bolivarienne. Mais Yoléti Bracho, pardonnez-moi, je voudrais revenir d'abord sur cette capture de Nicolás Maduro. La guerre en Iran a complètement éclipsé l'actualité et même presque la mémoire de cette intervention américaine très surprenante au Venezuela. C'était, je rappelle les faits, le 3 janvier dernier. Au nom de la lutte contre le narcotrafic, un commandant américain a capturé, enlevé le président autoritaire du Venezuela, Nicolás Maduro, avant de l'extrader aux États-Unis, où il doit être encore jugé. Depuis, c'est donc la vice-présidente de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, que les auditrices et auditeurs viennent d'entendre, qui a pris, les rênes du pouvoir et la transition politique. Est-ce qu'on a assisté, avec le recul de 6 mois, à un coup d'État au Venezuela, Yoléti Bracho? En tout cas, si on n'utilise pas ce terme pour des précautions peut-être utiles, ça y rassemble. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en effet, une puissance étrangère a fait une intervention militaire et a décidé, par ses propres biens et par le fait de montrer sa capacité, sa force, a décidé de qui devait gouverner un pays souverain. Après, voilà, prenons en compte un contexte particulier. Vous l'avez dit, le gouvernement Maduro, c'est un gouvernement autoritaire, à ce moment-là rendu illégitime, y compris par les urnes, puisqu'en fait, même si le Conseil national électoral en 2024 avait énoncé Maduro en tant que gagnant, en fait, il y a suffisamment des preuves dans le pays, en fait, à l'étranger, pour savoir que, voilà, que ces élections avaient été perdues par Nicolás Maduro. Donc en fait, en effet, si le pays en fait est proie à la violence de l'impérialisme états-unien qui impose du coup ses intérêts par cette intervention, c'est aussi le cas parce que à l'intérieur du pays, vous avez un gouvernement illégitime que personne ne vient défendre, ni la population, ni l'armée. En fait, il n'y a pas une réponse particulièrement importante, claire, sur le terrain face à cette intervention, entre autres parce que, on va dire, il y a pas quelque chose à défendre, il n'y a pas de révolution, il y a plus de révolution à défendre, et ce gouvernement-là est plutôt en fait, il s'est rendu coupable de exécutions extrajudiciaires, en fait, des crimes contre l'humanité. Il a meurtri son peuple. Donc c'est clair qu'à ce moment-là, il n'y a personne pour le défendre. Et la suite de ça, et c'est dans ça où il me semble qu'on se trouve dans quelque chose de particulier, c'est que arrive de coup au pouvoir, donc Delcy Rodríguez, qui est donc la vice-présidente, donc non élue, nommée. Elle est la vice-présidente d'un gouvernement non élu et illégitime, et c'est elle qui, d'un coup, est légitimée par cette même force qui est intervenue de manière militaire, et désormais, elle est légitimée par la force, du coup, de l'impérialisme états-unien pour gouverner le pays, dans le sens des intérêts, du coup, de cet impérialisme, mais finalement, avec très peu de liens et très peu de légitimation par le biais, en fait, de peuple, en fait, vénézuélien, qui ne s'est pas prononcé pour l'avoir en tant que gouvernante. On se souvient à l'international
internationale, en Europe, les réactions avaient oscillé entre la gêne et la sidération vis-à-vis, parfois de manière plus mesurée, la condamnation vis-à-vis de cette opération américaine. Qu'est-ce qui s'est passé à Caracas dans les jours suivants? Comment a réagi la population? Est-ce qu'il y a eu des manifestations dans un sens ou dans l'autre? En fait, bon, d'abord, il y a eu vraiment un moment de sidération, en fait, en gros. Qu'est-ce qui s'est passé? Et concrètement, et je pense que voilà, j'essaye de rappeler toujours ça, c'est que cette opération a été présentée comme une opération, en fait, à grand succès, chirurgicale, où en fait, où ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de dégâts. Non, concrètement, il y a eu des dégâts, en fait, je veux dire, matériels, il y a eu des morts. Et en fait, on oublie un peu rapidement les vies qui ont été perdues, à la fois des Cubains, des Vénézuéliens, qui ont été perdues pendant cette attaque militaire. Donc ça, c'est la première Cubains chose. parce que la garde rapprochée de Nicolas Maduro était composée de soldats cubains Tout à fait. prêtés, entre guillemets, par le régime castriste de Cuba. Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, la première chose, c'est ça. En fait, on est face à une attaque, en fait, face à une attaque à la souveraineté, donc une population qui... bon, le Venezuela n'était pas en situation de guerre depuis très longtemps. En fait, on n'est pas habitué à voir des bombes tomber sur la capitale du pays. Mais bon, à la suite de ça, c'est... en fait, se pose la question de, voilà, quelle va être, du coup, la nouvelle norme, quelle va être la nouvelle quotidianité. Entre autres parce que, si vous voulez, donc dans le pays, vous avez une population qui a des grandes difficultés économiques, qui a voilà, de mal à manger à sa faim, qui a de mal à accéder à la santé, qui a de mal à accéder à des services publics. Et donc, en fait, d'une certaine manière, ça met en place un peu une discussion de OK, bon, ça c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des retombées quelconques de cette intervention militaire pour, disons, entre guillemets, le bien-être vénézuélien? Et c'est d'ailleurs comme ça que c'est présenté par l'opposition traditionnelle vénézuélienne, qui est du coup plutôt reliée à la droite et aux extrêmes droites du coup à l'échelle internationale, et qui a depuis longtemps un discours qui dit l'intervention militaire, elle est nécessaire pour voilà, se défaire de ce gouvernement et pour améliorer la situation du pays. Sauf que concrètement, en fait, ceci n'arrive pas. La situation sur le pays reste la même. Vous avez un gouvernement de coup soumis effectivement aux intérêts états-uniens qui, pour le coup, n'est pas actuellement en train de répondre ni aux besoins en termes économiques, ni aux besoins en termes de liberté politique et citoyenne pour la population. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur place? C'est qu'il y a eu quelques mobilisations de soutien, on va dire, à Maduro, qui ont réclamé, du coup, qu'il revienne, en fait, qu'il soit libéré. Mais ceci a été très circonscrit dans le temps. Et depuis, ce que vous avez, c'est plutôt d'autres formes de mobilisation sur d'autres thématiques, mais surtout une population qui s'est dit tout ça pour ça. Est-ce qu'il y a eu des remplacements, des changements de gouvernement, des nouvelles arrestations Violetti Braccio, je vous laisse boire cette gorgée d'eau. En fait, oui, il y a eu... en fait, il y a quand même des choses qui ont changé dans le sens où on a vu des remaniements. Donc, notamment, voilà, le ministre de la Défense, en fait, le ministre des Armées, en fait, il a été changé. Et ça, c'est très important parce que Padrino López, qui était à l'époque, du coup, le ministre des Armées, était une figure très centrale, en fait, de maintien de pouvoir, du coup, de Maduro, du coup, à l'époque. Mais, donc, vous changez donc, ce ministre-là pour quelqu'un qui, en fait, était déjà inséré dans les rouages de gouvernement autoritaire et qui, du coup, à l'époque, avait été, en fait, le commanditaire des opérations de libération de peuple, qui sont des opérations qui, entre 2015 et 2017, c'est des opérations policières et militaires qui se sont faites dans les quartiers populaires et dans lesquelles il y a eu des milliers d'exécutions extrajudiciaires. Donc, en fait, dans l'idée de dire, on va changer le ministre de la Défense pour montrer en fait qu'on va améliorer la situation de la population, c'est pas un bon signe parce que vous avez du coup quelqu'un qui a déjà meurtri la population qui rentre du coup désormais dans ce ministère. Vous avez des libérations des prisonniers politiques qui ont eu lieu, et ça c'est très important. Une loi d'amnistie en fait qui est passée et sur laquelle en fait effectivement il y a eu des fortes mobilisations citoyennes qui ont aussi accompagné la libération de ces prisonniers politiques. Mais dans cette loi d'amnistie, on voit déjà aussi des fortes limites parce que concrètement, ça ne touche pas à toutes les situations et à toutes les Il y personnes. aura encore 500 prisonniers Voilà. Politiques au Venezuela, Violetti Braccio. Toujours des prisonniers politiques dans les geôles vénézuéliennes. Et surtout, en fait, toujours l'inquiétude que
même si la loi d'amnistie était censée créer, on va dire, une paix durable en fait entre les Vénézuéliens, en fait, elle a évidemment pas résolu tous les problèmes et on sait pas, on a du mal à savoir si ce qu'on a appelé à l'époque la porte qui circule, en fait, le fait de faire rentrer et sortir des prisonniers de la prison, est-ce que cette dynamique, en fait, ce type de méthodes vont revenir? Et après, vous avez surtout des changements là structurels sur la gestion de l'économie extractiviste vénézuélienne. Le Venezuela, historiquement, dans les années 70, avait nationalisé son pétrole et bien sûr, donc le pétrole, la première ressource du pays. Or, avec une nouvelle loi d'hydrocarbures et une nouvelle loi de mines, en fait, aujourd'hui, le Venezuela a cédé concrètement à des formes de poussées de privatisation à la fois de l'exploitation pétrolière et de l'exploitation minière en général. C'était l'intention révélée de Donald Trump après Voilà, la capture de Nicolas Maduro, Yoleti Bracho. tout à fait. Et donc, c'est là où on s'est dit, là, ça y est, Donald Trump et son secrétaire d'État Marco Rubio, ils sont effectivement arrivés à accomplir leurs objectifs. Parce que dès la capture de Nicolas Maduro, Trump, il ne parle pas de démocratie, il ne parle pas de changement en fait, de régime, mais ce qu'il dit, c'est en fait les ressources. On souhaite les ressources du Venezuela. Et en effet, grâce en fait aussi au rôle qu'il joue Jorge Rodriguez, qui est le frère de Delcy Rodriguez, du coup, et qui est désormais le président de l'Assemblée nationale au Venezuela, grâce à ces duos dynamiques, on va dire. En fait, voilà, une nouvelle porte s'est ouverte au Venezuela pour changer complètement les structures de l'économie extractiviste et ouvrir la porte à des investissements étrangers, certainement, et notamment investissements états-uniens qui arriveront. Est-ce que ces investissements étrangers sont arrivés, Yoleti Bracho? Est-ce qu'en ces 6 mois, il y a eu un changement, même visible peut-être au Venezuela, de cette ouverture économique du pays? Je rappelle que le pays a rétabli fin avril ses relations avec le Fonds monétaire international. Non, pas vraiment. Entre autres parce que il est difficile aussi. En fait, tout ce qui est lié à l'économie pétrolière, en fait, c'est des investissements de long terme. En fait, aujourd'hui, d'une part, parce que l'entreprise pétrolière est dans un mauvais état et qu'il faut des gros investissements pour la récupérer, parce que l'entreprise pétrolière fonctionne pas dans un huis clos et que ça veut dire aussi qu'il faut remettre en fonctionnement l'entreprise aussi de production d'électricité, qu'il faut remettre en bon fonctionnement des services autour de l'entreprise, etc. Donc, ça exige beaucoup d'investissements dont les bénéfices se verront à long terme. Et pour le moment, parce qu'effectivement le gouvernement en place est un gouvernement illégitime, qui n'a pas été élu par les urnes, en fait, il est difficile en fait, de se projeter dans des investissements sur place, alors qu'on ne sait pas quelles sont les garanties à long terme, les garanties politiques et économiques qu'on pourra avoir à long terme dans le pays. Ce qui, par ailleurs, du coup, en fait, ouvre la question de, même dans les intérêts même si on est très pragmatique, il est certainement dans l'intérêt en fait de Trump et de Rubio que d'accompagner ce que les Vénézuéliens exigent, c'est-à-dire un processus de véritable transition, parce que autrement, même le business en fait de pétrole ne sera pas soutenable, ne sera pas durable, parce qu'il n'est pas possible, en fait, oui, jusqu'à là, ce semble difficile, de accueillir des investisseurs, ou plutôt d'attirer des investisseurs qui se disent que pour le moment, pas de transition, pas d'assurance sur ce qui va être le devenir du pays, donc pas d'assurance sur l'argent investi à long terme. On a pu être peut-être étonné de le lire dans la presse il y a quelques jours. C'est Mathieu Pigas, le banquier français, qui a été sélectionné par Caracas pour négocier la restructuration de la dette vénézuélienne. On voit que l'urgence et les enjeux sont d'abord les enjeux financiers vis-à-vis du FMI, vis-à-vis de la restructuration de Nordest et de l'ouverture du pays à des compagnies privées. Comment s'est organisé ce choix? Est-ce que le Venezuela a été souverain dans le choix des acteurs qui allaient négocier et renégocier sa dette? Actuellement, le Venezuela n'est souverain de rien en termes de décision, ni sur la dette, ni sur les investissements, ni sur la réconfiguration des lois qui permettent éventuellement, en tout cas, qui ouvrent la porte à des investissements privés. En fait, le terme que les chercheurs et hommes politiques en fait, critiques au Venezuela mobilisent pour parler de Delcy Rodriguez, c'est le protectorat, c'est-à-dire effectivement une force politique qui garde en fait l'ordre sur place, sur le terrain, mais qui est soumise à des intérêts par ailleurs. En fait, juste l'exemple de budget dans le pays. En fait, on sait aujourd'hui que le gouvernement de Rodriguez ne gouverne pas à lui tout seul le budget. La vente de pétrole vénézuélien s'est faite à travers les États-Unis. C'est eux qui récoltent du coup les bénéfices de la vente. Et en fait, le gouvernement Rodriguez doit soumettre comme un budget provisionnel vis-à-vis des États-Unis
pour voir s'il est approuvé et recevoir du coup les fonds nécessaires à faire exister du coup voilà l'économie et à faire fonctionner l'État au Venezuela. Aujourd'hui, il n'y a pas, en fait, il y a une perte assez grave de la souveraineté en fait au Venezuela et donc pas seulement de ce gouvernement illégitime comme je le dis, c'est surtout la perte de souveraineté pour la population vénézuélienne qui n'a vraiment pas son mot à dire sur ce qui est en train de se passer dans le pays. Et encore récemment, ce week-end, en fait, on a vu une intervention militaire qui a été du coup annoncée par Donald Trump et qui a tué du coup ce fameux Niño Guerrero, voilà. Une figure du narcotrafic vénézuélien. Voilà, mais en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit aussi que désormais, c'est pas seulement la souveraineté économique ou politique, c'est que désormais, l'armée états-unienne est accueillie avec les bras ouverts par l'armée vénézuélienne pour mettre en place des actions militaires dans le territoire vénézuélien. Qui a été consulté? À quel moment l'Assemblée nationale vénézuélienne a approuvé ou pas ces actions? Rien de tout ça. Donc en fait, on est très très loin dans la perte de souveraineté en général en fait dans le pays. Il y a une question, c'est cet renouveau de l'impérialisme américain, des ingérences politiques américaines en Amérique du Sud depuis l'arrivée de Donald Trump, pas seulement au Venezuela, mais également en Amérique centrale. Comment est-ce que s'organise cette intervention américaine dans les autres pays latino-américains? Je pense au Honduras, au Nicaragua, au Guatemala, à la Colombie. On a l'impression que c'est une espèce de pattern, pour Mm. utiliser ce mot, qui reproduit les années passées, des années 60-70, lorsqu'effectivement les États-Unis tiraient les ficelles de ce qu'ils appelaient leur jardin américain. En fait, moi, ce qui me semble important par rapport à ça, c'est voir la trajectoire en fait des gouvernements de Trump, en fait, entre la première et la deuxième administration, et comment, dans la période entre deux, du coup, pendant que Biden était président, en fait, le gouvernement de Trump, ou plutôt l'administration de Trump, s'est professionnalisé. En fait, ils ont créé des think tanks, ils sont recrutés, ils ont fait des alliances à échelle internationale avec les droites et les extrêmes droites du monde, et notamment, du coup, on l'a vu en Europe, mais aussi justement, du coup, dans l'Amérique latine. Et du coup, désormais, le type d'intervention dont ils sont capables, en fait, dont l'impérialisme états-unien avec le gouvernement trumpiste est capable, tout ça est possible aussi parce qu'ils sont déjà de fait des relais dans les pays de l'Amérique latine qui sont plutôt contents aussi d'accueillir ces interventions, qui considèrent que c'est légitime et que c'est par ce biais-là, en fait, qu'il faut construire l'avenir politique et économique de la région, qui considèrent que justement le fait d'avoir ce pattern, en fait, c'est justement comment dire, c'est la méthode utile et nécessaire pour construire un meilleur avenir pour ces populations. Et désormais, du coup, on les voit intervenir dans toutes les élections, dans toutes les discussions politiques. Avec les élections en Colombie, c'est évident. Il a déjà dit, voilà, en fait, je soutiens et je soutiendrai l'économie colombienne si De la Espriella gagne les élections. Donc, en fait, on voit, c'est même plus caché, c'est même plus par rapport à un impérialisme qui dirait on va aller ramener la démocratie. Non, c'est vraiment le projet de faire exister les intérêts états-uniens à l'échelle de la région avec l'appui d'acteurs dans la région qui considèrent que c'est légitime d'agir ainsi. Est-ce que de ce point de vue-là, le Venezuela est un laboratoire de ce qui pourrait se passer dans d'autres pays d'Amérique latine au cours des élections à venir En tout cas, de l'équipe Bracho? ce qui est clair, c'est que, en fait, bon, au Venezuela, pour le coup, il n'y avait pas de gouvernement pro-trumpiste, mais pourtant, il y avait un gouvernement Maduro qui avait déjà commencé à avoir des formes de dialogue et à faire des concessions vers, en fait, les capitaux et les intérêts états-uniens qui étaient déjà importantes. Moi, ce qui me paraît, en fait, particulier de ces laboratoires, c'est surtout qu'est-ce qu'on voit, c'est que, d'une part, on peut intervenir militairement sans que ce soit trop coûteux, entre guillemets, sans rester à long terme, sans, voilà. On peut intervenir et en fait trouver rapidement des relais en fait dans le pays pour pouvoir continuer en fait cette intervention aussi par le biais disons de la loi, de la réorganisation du coup voilà de système législatif, de système politique, etc. Mais surtout si on prend en compte que on a déjà du coup cette menace cette menace a été elle a existé concrètement du coup au Venezuela. En fait, on peut se poser la question, mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire du coup pour le Cuba? Qu'est-ce que ça veut dire pour la Colombie qui est bientôt dans des élections et qui est du coup menacée aussi par Trump si la gauche gagne? Qu'est-ce que ça veut dire pour le Pérou où en fait on est dans un contexte où les élections, ça va être difficile encore de savoir qui va gagner et dans lesquelles il y a évidemment une candidate qui est soutenue par Trump. En fait, en gros, qu'est-ce que ça veut dire pour un avenir dans lequel les populations de l'Amérique latine vont voir que si on confronte Trump, alors c'est l'armée qui peut arriver et jeter des bombes sur nous, alors que si on est en accord avec lui et on vote dans son sens, bah, peut-être que les choses se passent un peu mieux. Ellos quieren anular votos nuestros del sur
Ils veulent annuler nos votes dans le sud. Nous relevons des irrégularités à Lima et surtout dans le vote des Péruviens à l'étranger. Je propose que nous demandions conjointement un examen approfondi et un recomptage de l'ensemble du processus électoral. Les avocats et les spécialistes ont calculé qu'il faudrait entre 1 et 2 semaines pour avoir des résultats définitifs aux élections présidentielles. Pendant ce temps-là, bien sûr que le droit de manifester reste garanti par la Constitution. Tous les citoyens peuvent manifester. Mais il faut analyser avec beaucoup de prudence les raisons pour lesquelles les gens manifestent et s'assurer qu'ils restent respectueux des autres citoyens et de la propriété privée. Sous ces conditions, tout le monde peut sortir dans les rues. Voilà pour un reportage sur les élections présidentielles au Pérou avec plusieurs témoignages et notamment les voix de Roberto Sanchez, candidat de gauche à la présidence, et de Keiko Fujimori, candidate de la droite nationaliste à la présidence du Pérou. Keiko Fujimori qui est donnée, selon les dernières estimations parues il y a quelques heures, comme peut-être très justement gagnante à quelques voix près. Cela n'est pas encore définitif. Yoletti Bracho, on l'a vu ces derniers mois, vous parlez de la Colombie, du Pérou, on pourrait parler des élections qui ont eu lieu au Chili, dans une moindre mesure peut-être de l'Argentine avec la victoire il y a 1 an et demi de Javier Milei, qu'il y a une polarisation des débats publics latino-américains, une fracture idéologique très forte avec d'un côté une gauche en général qui vient d'une tradition syndicale et d'une extrême droite qui se veut l'héritière des extrêmes droites latino-américaines des années 70, de ces années sombres de l'Amérique latine et des dictatures. Est-ce que c'est un glissement idéologique de la population? Est-ce que c'est une question juste d'opportunisme politique? Comment est-ce que vous analysez partout sur ce continent cette fracture idéologique très forte qui est mise en scène lors des élections, différentes élections? En fait, il y a plusieurs analyses qui parlent en fait des formes de dégagisme. En fait, l'idée que plus que parler d'une réconfiguration idéologique, bon, donc il faudrait quand même prendre au sérieux parce qu'il y a quand même un clivage très important. Mais en tout cas, c'est l'idée que ceux qui gouvernent en fait ont de mal à se faire élire et ceux qui gouvernent en fait ont, on va dire, un poids, le poids de bon, c'est une région en fait qui est vraiment la région la plus inégalitaire au monde et dans laquelle en fait les espoirs de changement sont très importants à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement et malheureusement et pour des raisons historiques en fait voilà, si on prend l'exemple de la Colombie, il est certain qu'en 4 ans de pétrisme on peut pas changer les structures générales, même le conflit politique on peut pas le résoudre en 4 ans et en fait concrètement du coup ça veut dire aussi que vous avez des populations qui ont on appelle ça qui soutiennent des alternances critiques, qui du coup cherchent effectivement à voir des changements forts en fait quand ils vont aux urnes, mais qui sont entre guillemets rapidement déçus en fait de la réalité et qui très vite en fait justement cherchent ces options radicales de changement. Alors, le souci étant, le souci, en tout cas, l'enjeu étant que dans ce contexte, le plus que le dégagisme s'installe, le plus aussi que des options extrêmes aussi se font plus raisonnables, on va dire. En fait, elles arrivent à être plus. Mais vous parliez de dégagisme, d'élargissement des possibles et des limites de ce qui est entendable dans le débat public. C'est des choses qu'on pourrait parler tout à fait en Europe. Est-ce qu'il y a une spécificité latino-américaine, Yoletti Bracho, de ce point de vue-là? Je pense qu'on pourrait le voir sur le fait que les extrêmes droites de l'Amérique latine revendiquent la mémoire et sont mélancoliques des dictatures que pour le coup, des gens qui sont vivants aujourd'hui les ont vécues. Ça aussi, c'est très particulier. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe, quand on voit les extrêmes droites revendiquer du coup la malheureuse histoire en fait de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez de moins en moins de personnes en fait qui ont cette mémoire vive aujourd'hui. Or, en Amérique latine, vous avez en fait des gens qui ont vécu la dictature en Argentine, au Chili, etc., et qui en fait sont encore en capacité aussi de dire écoutez, on peut pas vraiment comment dire, on peut pas construire politique comme ça parce que nous, on sait exactement ce que ça veut dire en fait de vivre soumis à ces dictatures. Mais ce qui est particulier aussi, c'est que les jeunesses justement de l'Amérique latine semblent être un peu plus ouvertes à ces récits-là, notamment les varones, donc les hommes en fait, qui semblent être du coup
de plus en plus attirés par les récits en fait des extrêmes droites. Et l'autre chose très importante, et à nouveau on revient à ce qu'on discutait tout à l'heure, mais c'est que véritablement la place que l'extrême droite états-unienne trumpiste prend dans la politique latino-américaine est exceptionnelle. En fait, et là, pour le coup, les réseaux et les soutiens qui viennent de trumpisme à ces extrêmes droites-là sont extrêmement performants, peut-être beaucoup plus que ce qu'ils le sont en Europe. Une dernière question, enfin, que sait-on aujourd'hui de Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores, Yoletti Bracho? Ils s'attendent à être jugés. Par contre, il y a eu, il y a eu une petite querelle sur leur défense parce qu'en fait, concrètement, ils avaient besoin d'argent, en fait, venu de Venezuela pour payer leur défense. C'était rendu impossible pendant une période de temps parce que c'était considéré légitime par les juges aux États-Unis. Mais désormais, en fait, le Venezuela de Delcy Rodriguez va pouvoir payer la défense de Maduro et de Flores. Procès à venir. Merci Voilà. beaucoup Yoletti Bracho d'être venu nous éclairer sur l'actualité du Venezuela. Je rappelle que vous êtes enseignante chercheuse en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Merci également à toute l'équipe qui m'a permis de préparer cette émission. Audrey Carme, Bruno Barada à la programmation, à la préparation, Bertie Bourdon et Rodi et Ken à la réalisation, à la prise de son ce soir. C'était Léa Racine. Restez à l'écoute tout de suite, c'est à Voix Nue.